Bienvenue, bienvenue à cette table ronde. Merci d'être là, 10h vendredi matin. Donc tout le monde est là aussi avec moi sur scène. Je vais vous demander de vous présenter. Donc en fait, le titre de la table ronde d'aujourd'hui, c'est marketing digital versus marketing local. C'est un peu la battle de la discussion de ce matin. Voilà, est-ce qu'on doit toujours miser sur le marketing digital aujourd'hui quand on veut produire des festivals, quand on veut produire des artistes? Ou est-ce qu'on est en train d'observer quelque chose qui est vieux comme le monde, mais qui est finalement de faire de l'ultra local pour tout ce qui est marketing / promotion / communication? Avant de commencer à rentrer un petit peu dans le sujet, je vais demander aux personnes présentes ici de se présenter rapidement. En 2 minutes, qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Charles, vas-y. Bonjour. Alors, je m'appelle Charles Ferraud, je suis tourneur, producteur depuis 12 ans à peu près. Et pendant le Covid, je me suis dit que bon, c'était un métier qui n'avait pas vraiment d'impact réel sur mon territoire. Donc j'ai commencé à faire une brasserie artisanale et un lieu aussi culturel, un tiers-lieu. Je voulais mêler les deux. En fait, je voulais avoir la brasserie derrière et le lieu culturel devant. J'y suis pas arrivé, donc j'ai scindé les deux. Et voilà, ça c'est mon expérience aussi sur le côté local. Et voilà, à peu près. Et tu es formateur aussi? Et je suis formateur également au sein d'un collectif qui s'appelle De la neige en été. Voilà, à peu près. Sur le booking. Sur le booking. Ouais, développement de carrière, stratégie de développement, etc. Et donc tu habites? Et j'habite à Carcassonne, à Carcassonne, dans un territoire qui n'est pas facile. L'Aude. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie Clavry et non pas la Baie Sonore. J'ai créé un festival qui s'appelle Baie Sonore en Baie de Somme, là où j'ai grandi, dans les Hauts-de-France. J'habite à Paris, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la musique. En parallèle, je suis attachée de presse dans la musique classique, où on fait aussi du marketing pour les artistes. Voilà, et du coup, j'ai créé Baie Sonore, un festival de musique actuelle, cette année, à Cailloux-sur-Mer. La première édition a eu lieu le 19 juillet, et là, on vient d'annoncer les dates de la deuxième édition, qui aura également lieu en juillet. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Udjani, donc je suis un peu le marketeur de la bande. Gros mot. Donc moi j'ai travaillé dans l'industrie de la musique avant et après le Big Bang numérique. Je travaillais chez EMI il y a très longtemps, à l'époque du CD et tout ça, et du tsunami du téléchargement illégal. Et donc j'ai aussi travaillé il y a quelques années, 3-4 ans chez Believe, où je me suis occupé du marketing. Et donc plus récemment, en rapport avec le thème qui nous occupe, je travaille, donc je suis consultant indépendant maintenant sur le marketing, et je travaille notamment pour une boîte qui s'appelle Mediapost, qui est une filiale de la Poste, et qui est très spécialisée justement dans les problématiques de marketing local, pardon, que ce soit marketing physique, mais aussi marketing digital, et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bonjour à toutes et tous, Romain Joubert, connu sous le nom de Joub, auteur, compositeur, interprète, cycliste. Dans mon parcours, j'ai fait des formations de jazz, et j'ai participé à moult formations musicales aux esthétiques variées. J'ai beaucoup bossé pour des danseurs en tant que performeur live. Et en parallèle aux études de conservatoire, j'ai fait de l'ébénisterie et de l'électrotechnique. Ça compte aussi dans mon processus de musicien aujourd'hui. Et c'est tout, je vous en dis plus tout à l'heure. Merci. Pour finir les présentations, donc moi je m'appelle Maud Gary, je viens de Bordeaux et je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Slowfest. Et Slowfest, nous, on produit des festivals et des concerts bas carbone. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser d'empreinte et de montrer en fait que c'est possible de réaliser dans le local en fait des événements qui sont vertueux pour l'environnement. À côté de ça, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la culture, on va dire, dans la musique, plutôt spécialisée sur les financements. Et là, je suis indépendante depuis 6 mois.
Donc c'est plutôt avec la casquette Slowfest qu'on nous a proposé de modérer la table ronde, et j'en parlerai un tout petit peu à un moment donné, parce que nous aussi on a quelques actions en fait qui justement mêlent un peu le marketing digital et le marketing local. Pour préparer la table ronde, là, en fait, je me suis un petit peu penchée sur les chiffres qu'ont donné le SMA hier, donc le syndicat des musiques actuelles. Je ne sais pas si vous étiez là à la présentation. Donc, sur les 200 festivals qu'ils ont analysés cet été, la plupart sont déficitaires. Je crois que c'était 90% des festivals qui sont déficitaires. Et pour devenir bénéficiaire, il faut que la jauge atteigne 80%. Donc, c'est loin d'être le cas. Et il y a un peu une accélération. Et il y a un autre chiffre qui était intéressant, c'est que seulement 25% ne savent pas si ils vont pouvoir faire une édition l'année prochaine. Et l'année dernière, c'était moins que ça. Il y avait seulement 14% des festivals qui ne savaient pas s'ils allaient faire une édition l'année prochaine. Bref, ça pose un peu le cadre aussi d'un moment qui est compliqué. Comme vous savez, il y a des énormes festivals qui remplissent des jauges énormes, et puis après il y a une multitude de petits festivals qui doivent en fait aussi travailler, enfin remplir les jauges et faire venir les publics. C'est là qu'intervient le marketing en fait. Donc le marketing, c'est influencer l'achat. On en parlait tout à l'heure avec Charles sur ce terme, et je vais surtout laisser Olivier faire un petit retour en arrière sur l'histoire du marketing, enfin l'histoire, le marketing aujourd'hui, l'importance que ça a. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Donc derrière le mot marketing, il y a promotion, il y a communication, mais c'est sûr qu'on est obligé de communiquer, et sur les plateformes, il y a une multitude de façons de communiquer, et il y a des festivals maintenant, ou des producteurs qui vont vraiment se recentrer sur d'autres façons de faire. Et il y a notamment une expérience que j'ai vue là qui était assez intéressante, Debout sur le Zinc, qui va lancer son 11e album, fait des newsletters où il propose à ses fans de recevoir des flyers et de faire du flyage là où ils habitent, quoi. Donc on est vraiment sur de la com de fan à fan, hyper de proximité, via une newsletter, donc c'est pas du tout un post Instagram. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui sont assez intéressantes, parce que bon, ils ont une notoriété, hein, c'est leur 11e album, etc. Mais c'était ça un petit peu aussi l'idée de voir qu'est-ce qui se passe un peu sur le terrain. Il y a des difficultés certes, mais il y a aussi un petit peu des bonnes idées. Avant de laisser la parole à Olivier, alors qui doit nous quitter à 9h, 11h, 10h40, il est quelle heure en fait 10h45, il va disparaître de la scène. Donc on va d'abord lui donner la parole. Petite question sur la salle. Parmi vous, qui travaille pour des festivals? D'accord. Qui est artiste? Ok. Et qui est producteur? Ok. Qui vient de Paris? Ah, il y a des mains comme ça. C'est la banlieue parisienne, c'est ça? Ah non, là, pour moi, qui vient de Bordeaux, la banlieue, c'est Paris. Hein. Et donc, qui vient pas de Paris, je vais finir là-dessus. Ouais, ok. Intéressant, merci. Olivier, je te laisse la parole pour nous décrire un petit peu ce que tu nous disais aussi en coulisses sur ce que toi, tu comprends de ce qu'il y a derrière tout cet enjeu. Oui, merci Maud. Alors déjà, effectivement, comme tu le disais, faire une petite définition de ce qu'on entend le marketing, qui est souvent un peu un gros mot dans l'univers artistique. Le marketing, c'est toutes les façons de toucher son public, il n'y a pas de mystère. C'est la promotion de la musique au sens le plus large du terme, la promo telle qu'on l'entend dans l'industrie de la musique, évidemment, qui est vitale. Et puis aussi tout ce qu'on appelle les leviers, les pubs, etc., etc. Bref, tous les moyens de connecter. Si on fait un petit pas de côté ou retour en arrière, pourquoi, si on revient au chamboulement qu'a connu l'industrie de la musique au moment du streaming, enfin même à la fin du CD, il y a eu une période entre les deux où on était tous un peu perdus, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. La promesse, c'était un peu que tout le monde pouvait être artiste. Hein, que c'est en gros, avant, quand on pouvait être artiste, quand on était signé dans une maison de disques ou un label, en gros, c'était ça. Et puis la promesse du digital, du numérique, c'est on est artiste dès l'instant où on met sa musique sur les plateformes, et tout le monde peut se diffuser. On est dans sa chambre, on se met sur Spin-Up, sur TuneCore, et puis on distribue sa musique et tout le monde peut être artiste. Donc ça a créé une espèce de presque de trop-plein, enfin énormément de musique disponible partout, sur les plateformes, etc. Et donc du coup, une espèce de trop-plein et d'afflux de musique absolument
terrible. Enfin, terrible, pas au sens péjoratif du terme, bien sûr, mais très important en tout cas. Si on rajoute à ça récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je crois que 25% de la musique qui est mise sur Spotify maintenant, elle provient de l'IA. Vous imaginez pas la production exponentielle qui va demain être disponible sur l'ensemble des plateformes. Donc ça a créé une espèce d'embouteillage, et y compris un embouteillage d'ailleurs parallèlement sur tous les leviers qu'on appelle maintenant digitaux, qui sont principalement les réseaux sociaux que vous utilisez tous certainement, qui crée un embouteillage absolument démentiel, parce que c'est évidemment, il y a énormément de monde, il y a énormément d'offres, et c'est très 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 difficile de toucher les gens. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais en gros, quand vous postez quelque chose sur Instagram, sur n'importe quoi, vous avez à peu près entre 4, 5, 6, allez, ça peut monter un peu, 6% des gens qui sont vos followers qui vont voir ce que vous postez. Donc quand vous additionnez tous les gens que vous suivez, quand vous additionnez toutes les pubs qui vous balancent, etc., c'est très difficile d'émerger. Tout ça pour dire que c'est très difficile d'émerger sur les réseaux sociaux maintenant, sur les univers digitaux, sinon il faut dépenser de l'argent, etc., etc. Il faut faire de la pub, donc tout ça crée une barrière à l'entrée qui est très complexe, d'où un retour aujourd'hui aux logiques très locales, c'est-à-dire prendre le contre-pied de tout ça et essayer d'aller directement vers les gens pour essayer de les toucher de manière plus réelle. Il y a aussi un phénomène qui est intéressant, qui est Maud disait que les festivals étaient tous déficitaires. En revanche, il y en a de plus en plus. Et il y a plus largement un retour, et pas un basculement, c'est beaucoup dire, mais enfin en tout cas un switch de l'industrie au global vers les logiques du live. De plus en plus d'artistes tournent, de plus en plus de gens vont dans les concerts, les prix augmentent, etc. L'industrie du live prend une importance de plus en plus forte, y compris le festival, qui est le versant un peu très local de cette industrie-là, même si c'est difficile économiquement pour eux, parce qu'évidemment les cachets des artistes s'envolent. Enfin, il y a plein de raisons, diverses et variées pour ça. En tout cas, il y a un retour vers le local, et il y a le contre-pied qui est pris aujourd'hui. D'ailleurs, mes camarades vont l'illustrer chacun à leur manière, et elles sont toutes très intéressantes. L'exemple de Debout sur le Zinc aussi l'illustre. Il y a vraiment un besoin de revenir. Alors les deux sont évidemment complémentaires. Il n'est pas question de lâcher les réseaux sociaux, etc., bien sûr, mais il est indispensable maintenant, je pense en tout cas, de combiner à une logique très numérique, très digitale, etc., une approche beaucoup plus locale, beaucoup plus proche de ces publics, pour être certain de les toucher, déjà de les toucher de manière plus certaine, et puis de les toucher avec un attachement et une connexion beaucoup plus forte que vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. Donc je pense que chacun, Marie, Charles et Romain vont l'illustrer à leur manière, mais c'est un aspect qu'il faut à mon avis prendre en considération maintenant dans la promotion de toute logique culturelle ou artistique. Juste, est-ce que tu peux parce que tout à l'heure, on reparlait des newsletters et des SMS. En fait, il y a un revival de ça. Tu peux nous en dire plus, pourquoi ? Oui, parce que ce sont des leviers qui sont beaucoup plus proches des gens, enfin beaucoup plus individualisés en l'occurrence. Et alors, les newsletters ou les SMS, chacun en a des expériences diverses et variées. Donc évidemment, la plupart du temps, ça peut vous saouler quand vous recevez des SMS ou des emails d'arty. Forcément, bon, c'est moins intéressant quand vous recevez des SMS ou des emails d'un artiste que vous aimez bien. Donc l'avantage de la musique, en règle générale, d'ailleurs dans toutes les activations marketing, c'est qu'il y a une proximité des gens avec la musique, donc c'est moins rejeté. Tout ce qui est stimulation, c'est des termes un peu pompeux, mais ce qui est stimuli marketing venant des industries culturelles est en général mieux reçu par les individus que par n'importe quelle industrie. C'est plus sympa de recevoir un email ou un SMS qui vous explique que votre artiste préféré ou un de vos artistes préférés est en tournée, plutôt que vous expliquer qu'il y a moins 20% sur une machine à laver. Donc c'est vrai que c'est des leviers qui sont beaucoup plus en proximité, beaucoup plus efficaces que les réseaux sociaux, que les pubs, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur n'importe quel canal. Et que du coup, les SMS, alors attention, parce qu'évidemment, il y a des problèmes de base de données, des trucs comme ça, il faut faire attention aussi à ça. Mais c'est des outils qui reprennent de la valeur et qui sont très importants à intégrer dans la mesure du possible. C'est pas très compliqué en plus, techniquement. Il y a plein de plateformes qui vous le font assez rapidement, dès l'instant où vous avez les adresses des gens, évidemment. Mais c'est assez simple à activer. Donc effectivement, c'est des leviers qu'il faut considérer, parce qu'en plus, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. C'est beaucoup moins cher que d'acheter des pubs
sur Google, sur Facebook et compagnie. Et donc SMS, mais pas WhatsApp par exemple? C'est vraiment spécifiquement SMS ou WhatsApp, c'est compliqué parce que WhatsApp, c'est de la pub, hein, c'est Facebook, donc il faut passer à la caisse. Donc WhatsApp, c'est plus utile, mais c'est un peu plus technique et c'est peut-être moins dans la musique, dans tout ce qu'on appelle les relations clients, les trucs comme ça. Donc c'est un peu différent. Ça concerne moins la musique, je pense. Donc WhatsApp, non, pas spécifiquement, plutôt vraiment les SMS et les emailing qui paraissent. Alors WhatsApp, si, quand vous pouvez le faire comme un outil de conversation classique, hein, bien évidemment, comme un levier. Vous avez des groupes WhatsApp, des très gros groupes WhatsApp dans lesquels vous avez vos communautés ou je ne sais quoi, mais comme on l'utilise chacun dans nos communautés amicales, mais pas vraiment de façon marketing au sens classique du terme. Mais ça peut être un levier complémentaire, effectivement, de promo. Mais ça m'intéressera aussi de vous entendre, savoir comment est-ce que vous échangez avec vos bénévoles ou vos artistes. Petite parenthèse, nous, à Slowfest, on n'utilise pas WhatsApp, mais on utilise beaucoup Signal, qui est un réseau plus conforme RGPD. Et en fait, on envoie les informations à nos publics via Signal. C'est parce que WhatsApp, en fait, je pense que tout le monde est un peu pareil. On a tous énormément de groupes pro, perso, etc. Les SMS, en effet, c'est un truc... moi, j'avais entendu parler de ça. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. C'est qu'il y a un vrai revival de fanbase via des SMS. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Absolument. Merci. Peut-être laisser les camarades voilà, donc, parce que ça sera beaucoup plus concret. Exactement. Alors maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu regarder à la loupe sur vos 3 initiatives et que vous nous racontiez comment est-ce que vous avez monté vos projets. Du coup, comment ça se passe, hein, qu'on comprenne bien le contexte, ce que vous faites, et évidemment, quelle est votre pratique de marketing ou en tout cas de lien avec le public, avec les bénévoles et avec les artistes. Est-ce que Marie, tu veux bien commencer par nous raconter Bessonore ? Alors, du coup, moi, j'ai jamais travaillé dans le live avant de lancer un festival, et je pense que c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai travaillé dans l'édition, je suis attachée de presse, et comme je disais, j'ai grandi en baie de Somme. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'organiser un événement dans ma région. J'ai beaucoup voyagé, je suis partie de baie de Somme quand j'avais 17 ans. Enfin, voilà, j'ai voyagé, j'habitais à Bruxelles, à Londres. Et en revenant plus régulièrement dans cette région, je me suis dit que c'était vraiment là que je voulais organiser cet événement et aussi mettre en avant ce territoire qui peut être un peu méconnu. On nous confond souvent avec la Normandie, c'est la Picardie. Voilà, c'est magnifique, je vous invite à venir. Et du coup, voilà, Bessonore s'est créé par cette envie de mettre en avant cette région. C'est une région aussi qui est compliquée politiquement, et puis c'est une région, il y a des choses, évidemment plein de choses qui se passent, mais on est encore une zone blanche. Économiquement, c'est une région aussi où c'est très compliqué. Caillou-sur-Mer, donc là où j'organise, il y a 2000 habitants l'année, et en juillet et en août, on passe à 16 000, 17 000. Voilà, donc on est très touristique. Pour moi, le local, c'est le plus important. En fait, moi, j'habite Paris, mais je vais tout le temps, très régulièrement à Cailleux, là où j'ai une maison, j'ai de la famille, etc. Et il n'était pas du tout envisageable pour moi je voulais pas créer un événement où je déménageais Paris en baie de Somme. En fait, c'était pas ça du tout le projet. C'était vraiment de mettre en avant cette région, donc avec des acteurs et des actrices du coin. J'ai travaillé sur la première édition pendant 1 an et demi. Tout ça s'est monté en 1 an et demi, et j'ai eu énormément de soutien de la part des locaux, que ce soit de la mairie évidemment, qui a dû valider le projet, et puis des associations locales, etc., des commerçants, du public, des bars de plage. Voilà, ça a été un vrai travail d'aller sur le terrain. Je pense que le fait que je vienne de baie de Somme et que j'ai grandi là-bas, ça m'a quand même beaucoup aidé, parce que c'était un peu plus légitime en quelque sorte, notamment pour le maire, les équipes, quand on parlait de mon enfance à Caillé-sur-Mer, à Saint-Valery-sur-Somme, voilà. Et Bessonore, ça n'existerait pas du tout sans tous les locaux et toutes les... Tu parlais de bénévoles. Sur cette première édition, on a eu une 60aine de bénévoles. J'en connaissais 10
Donc vraiment, et beaucoup de locaux, des gens du coin qui m'ont dit ah mais c'est génial, il y a des festivals qui existent évidemment, et on n'invente rien, mais à Cailleux-sur-Mer et aux alentours, non. Et du coup, vraiment des gens qui sont venus pour voir, parce qu'ils avaient envie qu'il y ait cet événement, etc. C'est super important, et du coup c'était vraiment hyper gratifiant de voir qu'il y avait déjà autant de personnes qui s'étaient rassemblées pour un événement qui n'existait pas encore. Et je pense que le fait d'être... alors, on a évidemment communiqué sur les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi, j'avais beaucoup communiqué sur Instagram, et on m'a dit que là-bas, c'était beaucoup plus Facebook. Enfin, voilà, en tout cas du public que je voulais toucher aussi. Et ça, il va falloir que je travaille aussi là-dessus. Mais c'est vrai que c'est en parlant aux associations, on allait voir les commerces que je pense que ça a fonctionné aussi. Dans les bénévoles, ce qui a été aussi très important, c'est que, par exemple, on avait une association de Cailleux qui s'appelle J'Imagile, qui était donc présente. On avait une dizaine de bénévoles de cette association, et ils avaient tous plus de 70 ans. Et j'ai trouvé ça trop cool, trop génial d'avoir des gens du coin qui viennent aussi aider un projet qu'ils ne connaissent pas, qui n'existe pas encore. Et ça a permis aussi de rassembler différents publics. Ce qui a été aussi très enrichissant pour moi, c'est que la mairie avec laquelle je collabore est plutôt de droite, voire très droite. Et en fait, dans les gens qui m'ont aidée, je pense à une personne en particulier que j'apprécie énormément et qui était super motivée par le festival. Il faut savoir que dès que j'ai annoncé le festival, j'ai tout de suite mis les valeurs d'inclusivité, d'éco-responsabilité au cœur du projet. Et cette personne avec qui j'ai fortement collaboré est en fait un chasseur, qui va très régulièrement à la chasse, parce qu'on est une région où il y a beaucoup de chasseurs. Et en fait, ça m'a permis aussi, moi, de me reconnecter. Enfin, en fait, je trouve que Baie-Sonore, ça a permis de rassembler des publics qui se croiseraient pas forcément, ou en tout cas qui ne se parleraient pas forcément, et je parle aussi de mon côté. Et ça a été aussi par le travail de proximité qu'on a fait, et aussi les bénévoles en fait qui eux l'ont fait. Voilà, et donc là sur la deuxième édition, moi je communique par mail et WhatsApp avec les bénévoles. On a créé un groupe WhatsApp, et certains m'ont déjà demandé pour la deuxième édition, est-ce que tu as besoin justement qu'on aille faire un travail de communication pour avoir encore plus de gens sur le terrain, etc. Et justement, je trouve ça vraiment important, et je pense qu'on est en train de réfléchir maintenant avec mon régisseur, etc., pour demander à ce que certains bénévoles deviennent des ambassadeurs en fait de Baie-Sonore sur le territoire, parce que c'est vrai que même si j'y suis régulièrement, je suis pas tout le temps là-bas, et eux ont aussi leur propre cercle, etc. Donc voilà. Tu peux juste repréciser le format de ce festival, la jauge, et combien de personnes tu as eu? Alors, cette première édition, on a eu 450 personnes en entrée payante. Donc, on avait des invités, etc. On était sur une journée, donc de 14h30 à 2h officiellement, ou 3h. C'était un peu compliqué au niveau du temps, parce qu'on s'est pris une tempête de vent. Voilà, et cette année, pour la deuxième édition, ce sera un minimum sur 2 jours. C'est pas tenable une C'est en plein air? Ah oui, pardon, c'est dans un champ. C'est dans un champ où actuellement, où il y a des vaches, et on fait retirer les vaches, évidemment, quand on est là. C'est un champ d'un agriculteur. C'est pareil, en fait. C'est un agriculteur qui nous a prêté son champ contre des invitations. Vraiment, le parking, c'est un autre champ qui appartient à un autre agriculteur. Voilà, donc c'est en plein air. 450 personnes pour cette première édition. Ouais. Et vous auriez pu en accueillir combien? Ah, le champ est très grand, on peut aller jusqu'à 5000. Alors en infrastructure, okay. Non. De toute façon, on peut... Après, nous, on voudrait rester petit, quand même à taille humaine, parce qu'on est... j'ai oublié de le préciser, mais la baie de Somme, c'est un espace protégé.
Donc, par exemple, si je voulais faire mon festival à cet endroit en mai, j'aurais pas le droit de le faire, puisqu'il y a les oiseaux migrateurs en pleine nidification à ce moment-là. Et du coup, on peut être... on est gênant, en fait. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de garder... on est en baie de Somme, de respecter aussi la nature qui est autour et de rester sur un festival à taille humaine. Mais on peut monter quand même beaucoup plus que 500 personnes. Ok, merci beaucoup, Marie. Charles, est-ce que tu veux nous raconter aussi, tu vas nous raconter, Oui, je veux s'il te bien. plaît, ton initiative dans l'Aude. Oui. L'Aude. Oui, peut-être avant de parler de l'Aude, je vais vous parler aussi de ma manière de producteur, tourneur que j'ai depuis 10 ans, plus de 10 ans. En fait, moi, j'ai toujours stratégiquement accordé beaucoup d'importance à développer mes groupes déjà dans leur ville et dans leur région. C'est une chose des fois qu'on oublie d'ailleurs dans certaines stratégies de développement de groupe. Et ensuite, ma stratégie, c'était souvent aussi d'aller dans les régions périphériques et de fédérer des publics, poc à poc, petit à petit. Et tout en venant jouer à Paris, évidemment, c'est important. Et ça, déjà, au niveau du marketing local ou de proximité, ça me permet aussi de fédérer des gens qui viennent découvrir une expérience scénique. Et ça a toujours été très important pour moi. Sachant que la promo, c'est un truc que j'aime pas trop. J'ai eu des artistes qui ont fait quotidien, des trucs comme ça, mais je m'en suis jamais servi comme argument pour vendre mes groupes ou les survendre, par exemple. Donc ça, déjà, de mon point de vue de tourneur et producteur, je suis quand même très attaché à fédérer des publics par territoire. Et c'est une chose qui est payante finalement aussi, puisque ça vous permet de savoir à peu près combien vous êtes capable de ramener sur un territoire spécifiquement avec ce groupe-là. Voilà, ça c'est plutôt sur la casquette producteur. Et d'ailleurs, en plus, en ce moment, depuis quelques temps, il y a le CNM qui a impulsé un truc qui s'appelle Mieux produire, mieux tourner, qui aussi implique des logiques de réflexion sur comment on tourne bien, en gros. Et c'est souvent, évidemment, avoir des bons routings, de ne pas faire des one-shots à l'autre bout de la France. Voilà, ça, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. En accord avec mes groupes aussi, hein, voilà, sur les riders qui peuvent être écologiques, la manière dont on a besoin d'être reçu sur un territoire aussi spécifiquement, en découvrant le territoire, les actions culturelles qui sont menées par les salles, qui vous permettent de fédérer aussi d'autres publics autour de votre groupe et votre projet artistique. Donc ça, moi j'ai toujours été très attaché à ça, en tout cas dans le développement de mes groupes. Voilà, à peu près pour la partie producteur. Et en fait, pendant le Covid, j'ai eu une perte de sens sur mon métier, parce qu'on est sur un ordi et avec un téléphone, et on n'a jamais de rapport direct avec son territoire. Donc c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. En plus, je suis dans l'Aude. L'Aude, c'est vraiment, il y a très peu de salles de concert, il n'y en a presque pas, en fait. Et les tournées ne s'arrêtent jamais dans l'Aude. C'est très rare, quoi. Donc moi, quand je suis arrivé, je suis plutôt du côté ouest. J'ai dit, putain, il n'y a rien. Donc je me suis dit, allez, j'envoie un mail à la maire de mon bled d'à côté, qui s'appelle Bram. Et la maire étant hyper active et très ouverte à ce genre de propositions, elle m'a répondu le lendemain. Et on a commencé à faire un tiers-lieu, en tout cas une préfiguration de tiers-lieu. Moi, je voulais faire une brasserie derrière et un lieu culturel devant, des choses qui marchent très bien, hein, notamment. Hein. Je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a l'essor de beaucoup de brasseries en France qui deviennent vraiment des lieux de diffusion hyper importants. Et c'est une économie d'ailleurs hyper intéressante. Et mon but, c'était ça. Donc j'ai dû scinder les deux. Donc j'ai fait ma brasserie à côté sur le domaine sur lequel j'avais ma maison. Voilà, on l'a fait à l'arrière d'une grange en mode tranquille. Et le tiers-lieu, le but sur ce territoire, c'était de casser la culture du gratuit déjà. Il y a une grosse culture du gratuit avec le festival de Carcassonne notamment et le festival Off où vous pouvez voir des artistes énormes, Tilassine, où vous payerez, je sais pas, 30 ou 50 balles ici, mais vous les voyez de manière gratuite, quoi. Donc ça, c'est aussi un sujet assez important dans le marketing de proximité et qu'on a voulu un peu casser, c'est-à-dire on mettait des entrées à 5 €. Alors nous, on a fait spectacle vivant, hein. On fait du jeune public, des concerts, du conte.
Voilà, on a essayé vraiment d'avoir un spectre assez large. Et on a fait des entrées à 5 balles où on essaye aussi le chapeau. Voilà, on essaye d'instaurer un peu cette culture-là. Donc on vient vraiment rééduquer des publics et leur proposer des choses qui sont censées être intéressantes et qui sont surtout, on fait que des compagnies d'Occitanie. Voilà, c'est vraiment circuit court, circuit court. Au bar, on propose de la bière locale bio, des produits locaux bio, voilà, toute cette logique-là. Et au final, ça a pris. Ça a pris, ça fait 3 ans là à peu près. Ça a pris, mais il y a toujours, surtout si c'est un lieu vraiment, il y a toujours les locaux ou les gens qui sont là depuis longtemps qui vous prennent pour des néo-ruraux. Voilà, ça arrive, c'est normal, c'est un truc assez facile à comprendre, mais en même temps, c'est aussi pour... en fait, on se rend compte que plus vous allez fédérer d'acteurs locaux aussi autour d'un projet, et plus vous allez avoir d'impact. C'est-à-dire, c'est con, hein, mais on a un club de boulistes, un club de boules, juste à côté du lieu. La mairie nous a dit, il faut les contacter absolument. Voilà, ils ont les rênes de cette partie du territoire, quoi. Et du coup, on les a contactés. Et ça s'est super bien passé. Mais voilà, rien que ça vous montre un peu les évolutions qu'on peut avoir par rapport aussi à une proposition spécifique et très locale, quoi. Et moi, j'ai arrêté la programmation là-bas maintenant. Et le lieu tourne de lui-même. En plus, il y a des bénévoles, il y a un renouvellement des bénévoles, donc un renouvellement d'énergie qui est hyper intéressant. On a fait un festival là, qui s'appelle Queer des Champs. Donc c'était pour sortir les personnes queer, des producteurs, productrices, de leur lieu de production. Parce qu'en milieu rural, on a quand même tendance à être assez isolé. Et ça a super bien fonctionné. Il y a des gens qui sont venus de partout, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était super intéressant. Et moi, ma logique un peu là pour la suite, c'est... je connais beaucoup de producteurs, productrices de viande, de vin, etc. Et en fait... ils veulent réactiver de l'événementiel hyper local en proposant des journées. Moi, c'est ce que je vais monter. Hein. Ça va s'appeler court-circuit ou un truc comme ça. C'est vraiment de remodeler un peu, ou en tout cas de faire venir, de faire sortir les gens et de leur proposer quelque chose de très local, quoi, en fait. Mais que ce soit au niveau artistique, mais comme au niveau, enfin tout, quoi. Et là, je pense que là, le rapport au fait qu'on soit néo-ruraux et tout ça, il va être un peu cassé aussi. Parce qu'on vient chez des producteurs, productrices qui sont très implantés, qui ont vraiment c'est presque politique ou en tout cas éthique dans la manière de produire. Et moi, je viens me greffer à ça et je viens encore plus augmenter un peu le lieu de production. Voilà. Donc ça, c'est un peu la prochaine étape que je vais faire. Voilà, à peu près. Alors, quel est le nom du tiers-lieu ? La sauce bramaise. D'accord. Voilà. Et idem, quelle est la jauge ? Enfin, combien de personnes peuvent venir à un événement que tu vas organiser, par exemple Queer des Champs, ou un concert que tu fais au chapeau ? Alors, on est limité sur le lieu à 50 officiellement, mais on peut monter à 100 avec l'accord de la mairie, parce que nos portes s'ouvrent vers l'intérieur, alors qu'elles devraient s'ouvrir vers l'extérieur. Bon, c'est des normes de sécurité de lieu. Et après, on a une énorme terrasse derrière, avec un petit champ aussi. Donc là, on peut faire des jauges plus grosses. Et l'été, ça se passe très bien. Mais on se rend compte que quand on fait des trucs comme Queer des Champs, par exemple, là, il y a énormément de monde qui viennent. Donc on est en capacité aussi de les accueillir. Voilà. Et vous communiquez sur les réseaux sociaux ? Oui. Instagram, Facebook ? Ouais, Instagram, Facebook, affichage. Et puis surtout, on est vraiment... les bénévoles sont issus des bleds environnants et puis de Bram aussi, où est le lieu. Du coup, on parle, on va au marché, par exemple, le marché le mercredi, on parle avec les gens. On s'est intégré un peu, on s'intègre normalement dans la population. Voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Place à l'artiste. Joub. Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce que tu fais et puis comment tu es en lien avec tes publics et tes partenaires ? Carrément, avec plaisir. Donc comme je disais, moi je bossais pour plein d'esthétiques diverses et variées et beaucoup pour la danse contemporaine et en fait j'ai initié assez vite un processus où je me sers de mon micro pour aller enregistrer des environnements.
et composer de la musique à partir de ceci. Et il y a un moment en 2019 où j'avais envie de créer un projet qui soit plus personnel, de concentrer toute mon énergie autour d'une seule activité. Et je me suis posé la question humblement, qu'est-ce que c'était que le meilleur projet du monde pour moi? Et je me suis dit que déjà le premier axe, il était de garder ce processus, d'aller baser des compositions sur des personnes que je vais rencontrer, visiter, qui ont une activité qui n'est pas musicale. Donc ça peut être rencontrer les vaches du Jura, un sculpteur sur bois, un club de boules ou un club de pétanque ou encore que sais-je, tous ces environnements, je trouve ça super intéressant de bâtir des compositions à partir de rencontres. Et après ça, une fois que je savais que je voulais conserver cet axe-là, je me suis questionné sur comment je me déplaçais vers ces gens-là. Et là est entré un peu avec une phase d'hyper-anxiété sur mais où va le monde? C'est quoi tout ce bazar? Comment ça se fait que je pollue autant? Comment ça se fait qu'on prend une si mauvaise voie? Et j'ai voulu répondre à cette question en la traitant personnellement sur déjà comment moi j'arrivais à changer ma pratique de musicien et pourquoi pas, si la mobilité est une question dans cette question d'émissions de gaz à effet de serre, pourquoi pas utiliser le vélo pour me déplacer, quoi. Et l'idée a évolué en pourquoi pas faire de ce vélo mon instrument de musique. Et j'ai pris mon vélo de ville, je l'ai mis dans mon studio et j'ai commencé à expérimenter sur comment on fait de la musique avec un vélo. Et une petite trouvaille en amène une autre. Pendant un an et demi, c'était vraiment un projet nul. Et j'ai logé quand même un bon environnement qui m'a dit mais vas-y, lance un crowdfunding, achète-toi un nouveau vélo, force un peu le trait. Et j'ai vu que je pouvais mettre une corde de basse, j'ai vu que je pouvais intégrer une installation MIDI sur le vélo. Et d'une trouvaille en une autre, j'arrive maintenant avec 6 ans d'expérience dans ce processus-là, à avoir un vélo qui soit réellement un instrument de musique, mais qui garde la contrainte de pouvoir faire en sorte que je me déplace avec ce vélo. Donc tout mon setup rentre dans mes sacoches, ce qui fait que je peux me déplacer d'un point A à un point B. Et quand je suis sur un plateau, il faut imaginer que j'ai mon vélo devant moi et que je l'utilise pour générer pour jouer live cette musique qui est faite de sonorités enregistrées chez des personnes qui m'ont ouvert leurs portes. Donc chacune de mes compositions sont basées sur ces fameux environnements-là. Je peux citer un mécanicien que j'ai rencontré qui avait 70 ans, sculpteur sur bois en Chartreuse, voilà. Et une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Une fois qu'on avait ce vélo et ce processus-là, on s'est mis à créer des tournées à vélo. Et donc, je me déplace pas uniquement à vélo, je fais aussi du train vélo. Mais autant que faire se peut, on pédale. Et là, on a fait un Lyon-Rennes cet été, qui était l'occasion de faire des concerts. Donc, on est parti du Festival des Nuits de Fourvière à Lyon pour aller jusqu'au Festival des Tombées de la Nuit, avec des concerts, des guinguettes et tous ceux qui voulaient bien nous accueillir sur la route. Et est venue la question de qu'est-ce qu'on fait de cette contrainte du vélo et de la lenteur, et de comment profiter en fait de cette lenteur et cette contrainte-là pour créer de la musique. Et donc, j'ai prospecté en amont de cette tournée pour aller toquer à des gens. Il y a un constructeur de bateaux, il y a un facteur d'accordéon diatonique, de cornet à bouquin, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, quelqu'un qui construit des vélos. J'ai eu aussi Boris Jolivet qui fait de la prise de son animalière. Ça, c'est toutes des personnes qui m'ont dit vas-y, tu passes là, je veux bien t'accueillir, on passe 2-3 heures ensemble, on enregistre des sons, et ça crée un corpus sonore qui va me permettre de produire mon futur album. Donc tout ça pour dire que, en gros, je me suis toujours questionné sur
sur comment je me base sur le contact humain pour avancer dans mon processus artistique. Et pour aller encore dans ce sens-là, j'ai toujours mon micro avec moi. Je fais de la prise de son un peu constamment, ce qui me fait que finalement, avec ce processus-là, ça m'aide à faire du lien entre les structures de diffusion, le public, les personnes que je rencontre. Une communication qui se fait finalement assez naturellement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme idée? J'ai eu une idée qui a pas vraiment abouti, mais que j'aime bien, donc j'en parle quand même un peu. J'ai essayé de faire un sentier sonore, c'est-à-dire que aux endroits où je fais des enregistrements lors de mes balades à vélo, par exemple, je rencontre une super table qui a un super son, je l'enregistre, et à ces endroits-là, je place des QR codes sous forme de stickers, qui fait qu'en fait, on pourrait peut-être retracer un espèce de sentier sonore qui est une autre forme de communication entre le digital et le local. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci. Donc oui, toi, tu assumes le fait de faire un peu de marketing local ou pas vraiment? Pas tellement. Non, on s'en était un peu parlé. En rencontre, mais finalement, ça en crée quand même, je pense. Très bien, merci. Je fais quand même une petite parenthèse justement pour vous reparler de Slowfest parce qu'on a invité Joub il y a 2 ans. Donc Slowfest, encore une fois, on est producteur de spectacles écolo, mais en vrai, ça veut dire qu'on essaye de faire tous nos spectacles bas carbone. Et on fait un festival à vélo qui s'appelle Les Furtives. On avait fait la première édition, on avait invité Joub. Et la deuxième édition s'est passée là cet été. D'ailleurs, petit instant pub, il y a eu un Trax sur Arte là, qui retrace un peu les furtives, qui explique en fait la démarche. Et notamment, en termes de marketing, en fait, on fait ce qu'on appelle des slow parades. C'est-à-dire qu'avant chaque concert, on propose aux artistes ou aux techniciens, au moins 2 ou 3 personnes, d'aller sillonner les rues de la ville où on est, un peu en mode les voitures de cirque, là. Oui, ce soir, il va y avoir le concert. Voilà, et on le fait en musique, un peu festif, avec des petits instants dansés. Et surtout, on distribue des flyers. Et les mêmes artistes se retrouvent ensuite sur scène pour faire leur concert. Donc voilà, parenthèse fermée. Merci beaucoup pour vos explications. Moi, ça m'intéresse aussi un peu d'avoir votre retour du public. Peut-être dans le public, si vous avez aussi des initiatives que vous souhaiteriez partager ou des questions. Sachant que, comme Olivier part dans quelques minutes, si jamais il y a quelqu'un qui a une question pour Olivier, c'est now. Et il y a 2 mains qui se sont levées, donc peut-être tout au fond. Oui. Ah, il te désigne, Olivier. Moi, c'est pas pour Olivier, donc s'il y a quelqu'un avant, peut-être, je sais pas. C'est pour Olivier ? Eh oui, on priorise là. J'ai l'impression que le retour vers le passé, avec ces démarches vraiment traditionnelles, vient révéler en fait que le marketing digital a créé une distorsion sur l'attention, et du coup, à travers des méthodes traditionnelles, on se rend compte que le public est plus disponible à porter de l'attention sur la communication. Mais toutefois, la question que je me pose, c'est que il faut du coup adapter cette communication à un persona qui est assez large, qui est le français quoi. Parce que comme ça, on vise juste. Mais du coup, je me pose la question comment on adapte du coup le développement artistique, qui des fois par définition se veut de niche, à une méthode traditionnelle comme on vient d'évoquer. Alors persona, déjà, c'est un terme un peu technique pour le persona. C'est en gros la cible le profil type de votre cible ou de votre client. Tu poses un sujet qui est complexe dans l'industrie musicale ou culturelle en règle générale, versus du marketing dans les industries plus classiques. Ou dans les industries plus classiques, tu identifies une cible relativement claire. Tu sais que tu vas essayer de toucher telle ou telle personne. Par définition, dans la musique ou dans les industries culturelles, c'est beaucoup plus complexe. En tout état de cause, ce que tu disais effectivement sur l'attention, je suis pas persuadé qu'il faille absolument rechercher un persona, comme tu dis, dans les industries culturelles. Il faut juste essayer de trouver son public, ce qui est beaucoup plus compliqué d'ailleurs, je pense. En revanche, la notion d'attention et de proximité avec ce que tu proposes est clé. C'est clé dans n'importe quelle
logique marketing. Hein. Toutes les marques, n'importe qui essaie de créer de la proximité, du lien, nanana, tout le temps. C'est des discours qu'on entend tout le temps dans les logiques marketing. Et par définition, s'il y a bien des gens qui peuvent le faire, c'est bien les artistes, quoi. Et donc, tout est affaire de lien et de connexion et de ce retour aux origines, entre guillemets, à la proximité. Tous les exemples qu'on voit là montrent bien que ça fonctionne et que c'est comme ça, à l'ère où tout est extrêmement complexe et où tu es noyé dans un univers digital qui est à la fois extrêmement compliqué et aussi il y a la barrière du budgétaire et ainsi de suite, commencer à créer du lien et arriver par capillarité comme ça à essayer de faire grossir ton public en fonction de liens que tu consolides et que tu estimes pouvoir être pérennes. Ça me paraît être une bonne manière de se développer aujourd'hui, notamment quand on a des projets artistiques. Alors évidemment, quand on est signe en grosse major et qu'il y a toute la cavalerie derrière, ça peut aussi aider. Mais même là, on commence par faire de la promo, par essayer d'envoyer ses albums à des journalistes pour essayer de commencer petit à petit et ainsi de suite. Et puis c'est un peu la même logique. Hein. On part par capillarité, on essaye de faire grossir le projet comme ça. Là, c'est juste qu'on essaye de descendre d'un step pour être vraiment sur le terrain et parler aux gens en proximité. Et c'est là où tu créeras le plus de liens. Et en général, quand tu crées beaucoup de liens, c'est pérenne et ça dure, quoi. Merci. Alors la personne... Oui, voilà. Rebonjour. Du coup, j'avais une question concernant le festival Baie Sonore. Vous nous avez parlé de marketing digital, de Facebook, d'Instagram. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez utilisé du coup le marketing local pour faire peut-être venir les gens à votre festival, vous faire connaître. Et si oui, quel type de marketing ? Oui. Alors, en marketing local, en fait, il y a eu plusieurs choses. Je ne sais pas si c'est du marketing local, mais en tout cas, c'est de la promotion locale. Par exemple, à Cailleux-sur-Mer, on a depuis quelques années deux bars de plage, donc qui sont là que 6 mois dans l'année, parce que le reste du temps, l'hiver, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'un de ces deux bars de plage est partenaire de Baie Sonore, donc je suis allée les voir, voilà, et donc du coup ils m'aident et m'ont beaucoup aidé sur cette première édition. Et en fait, par exemple, eux sont installés depuis 4 ans, donc à Cailleux-sur-Mer. Ils organisent très régulièrement des draga-hockey, donc des soirées avec des drag queens, notamment Ruby, etc., parce qu'ils sont aussi producteurs de spectacles à côté. Et lors d'une soirée draga-hockey qui attire énormément de public, on a fait gagner des invitations pour Baie Sonore. Il y a aussi eu le relais donc des associations, parce que sur l'événement, on avait des ateliers sur l'environnement de la baie de Somme, qu'on proposait des ateliers en libre service pour les festivaliers et les festivalières, donc autour des déchets ramassés sur les plages, qu'on pouvait transformer en œuvres, etc. Donc il y a eu ce relais aussi avec ces associations. Il y a plusieurs personnes aussi d'associations qui sont venues me voir, la fête du village, d'un village à côté, etc., qui m'ont demandé aussi si on pouvait donner des choses, faire une dotation, etc., pour leur fête, pour faire gagner à leurs adhérents. C'est des trucs très très simples, mais en fait, pareil, en offrant des places, en fait, ça a fait parler de l'événement. Et voilà, donc il y a eu plusieurs choses comme ça. Évidemment, aussi les artistes locaux, parce qu'on a une programmation où il y avait sur 7 groupes, ce qui faisait beaucoup en une journée, on en avait 2 qui étaient locaux et 5 qui étaient plus émergents, dev au national. Et les 2 locaux étaient très très importants parce que évidemment eux avaient d'autres dates à côté et ils ont énormément communiqué sur leur participation à Baie Sonore. Voilà, ça nous a beaucoup aidé. Et il y a eu pas mal de choses qui étaient d'ailleurs aussi évidemment les affichages, les flyers, etc. Mais pas mal de petites actions qui ont été certaines, alors je pourrais pas dire plus importantes, mais qui en tout cas ont été très importantes sur le local. Merci. Oui, et une autre question. Juste petit avis personnel, le nom Baie Sonore est quand même super bien trouvé. Hein.
parce que c'est en lien, enfin tout de suite on pense à Betsam, mais comme ce patrimoine-là, enfin, c'est vraiment très important pour ton festival. Enfin, là, je trouve que c'est un nom qu'on... Merci. Des heures de brainstorming. Des heures. Des heures. Bonjour, moi j'ai une question en tant qu'artiste parisienne, et je crois que du coup on était un petit nombre. Il y a forcément, on parle souvent de la disparité Paris-Province, et en fait à Paris il semble que tout soit quote unquote bouché. Du coup la notion de local à Paris elle est compliquée à appréhender je trouve. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Parce que on a beau chercher les SMAC, les accompagnements locaux et tout, à chaque fois c'est ah bah non, il fallait être exactement de la rue machin truc, ou alors voilà, on est un peu restreint sur l'accompagnement, je trouve. Oui, mais oui, effectivement, à Paris, il y a beaucoup de groupes aussi, je pense, c'est pour ça. Et du coup, la réponse des salles, enfin, il faudrait beaucoup plus de salles, finalement. Et c'est assez spécifique à Paris et aux grosses villes aussi en général. À Toulouse, on a le même problème, hein. Donc souvent, les solutions, c'est de sortir de ces grosses villes, en fait, dans la stratégie de développement de carrière et de booking ou de diffusion, quoi. Donc oui, c'est tout à fait prégnant là ce que tu dis, parce qu'on rencontre ça dans toutes les grosses villes. Souvent, les SMAC de province, par exemple, ou les SMAC en milieu rural sont beaucoup plus aptes à te recevoir, voilà. Mais bon. Eh oui, c'est ça. Eh oui, ça se me que après. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben souvent, moi, je constate en tout cas qu'il y a des groupes qui viennent de Paris, ou en tout cas, il y a des groupes qui bougent aussi de région pour aller chercher des solutions sur ce fait-là, ouais. Notamment les pépinières d'artistes qu'il peut y avoir à Paloma ou dans certaines autres SMAC. Mais oui, c'est souvent... les artistes bougent aussi, hein, les groupes bougent pour aller chercher ça, ouais. Toi, Joub, tu as dit d'où tu venais et où tu habitais? J'habite Tournu. Alors, Bourgogne. qui sait où est Tournu? Waouh, Oh, joli. incroyable. À 1 heure au-dessus de Lyon. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres alors, questions ou oui? Bonjour. Mon retour d'expérience que je peux partager, c'est 2 choses. La première, c'est qu'en tant que producteur d'artistes en tournée, j'ai très souvent eu un moment de solitude en discutant avec les salles qui recevaient l'artiste, qui me disent on n'a pas le temps, en fait. Et quand on arrive dans la ville, moment de solitude absolue, il n'y a pas d'affiche dans l'école de musique, il n'y a pas d'affiche dans le conservatoire, il n'y a pas d'affiche à la gare, il n'y a pas d'affiche à la poste, il n'y a pas d'affiche à la mairie, il n'y a pas... Tous les endroits locaux, il n'y a pas de com. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une salle qui m'a dit « Oui, mais tu te rends compte, on a tellement d'artistes, on ne peut pas communiquer sur tous les artistes. » Et d'entendre ça, je me suis dit, waouh, il faut que je change de métier en fait. Je ne suis pas fait pour ce métier-là. Parce qu'en fait, les artistes, on ne peut pas dire à un artiste de venir samedi et lui dire on n'a pas fait de com sur toi parce qu'on a déjà fait sur l'artiste de samedi dernier, tu comprends? Et ça, c'est dramatique. Pour bien comprendre, toi, tu produis ton artiste, tu habites dans une ville et tu parles à une école dans une autre ville, c'est ça? J'ai un artiste, par exemple, en ce moment en tournée. Et ce que je constate, c'est que on reporte la charge de la promo, et notamment de la promo locale, au niveau des producteurs et des bookers. Sauf qu'un booker qui est à Lyon, comment il fait pour connaître le maillage territorial de Toulouse, de Brest ou de Nantes? Il ne peut pas. Et quand on s'ouvre sur cette difficulté-là, les salles locales, que je peux entendre ça, mais me disent, est-ce que toi, tu as des idées? Est-ce que tu peux appeler? Et je dis, mais moi, des idées, je vais t'en donner 500. Mais ce n'est pas le problème d'avoir des idées, c'est d'avoir le temps et le relais local pour les mettre en place. Un truc tout bête, je leur dis, mais est-ce que tu as contacté la médiathèque? Il y a une médiathèque dans tous les bleds de France. Ah non, je n'ai pas pensé. Tu vois, tu appelles ta médiathèque, tu proposes, et moi, mon artiste sera d'accord, de venir faire un atelier l'après-midi, du concert, une rencontre avec des lycéens, des collégiens. Ah, c'est pas con, les lycéens et les collégiens, c'est eux qui sont sur Insta à longueur de journée, donc ils échangent entre eux, donc c'est des relais. Ah, on n'y avait pas pensé.
voilà, enfin, c'est des trucs tout bêtes. Et le fait de cette promo locale, il y a des tas de choses qui existent, sauf qu'on a des programmateurs aujourd'hui qui sont tellement débordés parce qu'ils reçoivent 1000 mails par jour, etc., qu'ils n'ont pas le temps et la tête dans le guidon. Et en fait, on leur dit, mais il y a des trucs locaux, par exemple, on va sortir, on fait quoi ce soir, des trucs qui sont très de niche. On ne connaît pas, on ne sait pas faire. Tu vas sur Internet. Ce que tu cites là, c'est quelques exemples où tu as l'impression que c'est vraiment une tendance non, c'est lourde. une grosse tendance. Ouais, c'est pour ça que tu veux changer de métier. Donc. Non, mais parce que je constate aujourd'hui que tout le monde a la tête vraiment dans le guidon et qu'il y a de moins en moins de budget, de moins en moins de possibilités d'aller vers ça. Et malheureusement, ça revient de plus en plus à l'artiste de s'auto-produire et de s'auto-promouvoir. Mais c'est des métiers en soi. Et un artiste, on ne peut pas lui demander d'être sur TuneCore, d'être en même temps sur ses créas, sur ses prods, sur machin, être sur scène. Enfin, il y a un moment donné, c'est juste un artiste, quoi. C'est pas un entrepreneur à 360. Tu voulais dire une autre chose ou parce que là, non, éventuellement, si vous avez une réaction, je suis le seul à la partager. Mais... vous vouliez partager juste une réaction par rapport à ça ou Oui, moi je voudrais juste réagir parce que, alors dans mon cas, je suis pas du tout une salle, je suis festival. Moi, je suis allée voir beaucoup de lieux autour de moi qui ont beaucoup refusé mes affiches, beaucoup refusé mes flyers. Parce que, alors que ce soit des enseignes, oui, non, on peut vous mettre là-bas parce que vous voyez, là-bas, c'est le coin des affiches, etc. Quand on se retrouve derrière un mur, bon, je suis pas certaine que ça fonctionne. Non, mais vous voyez, votre affiche, elle est très belle, mais ça peut dénaturer mon lieu. Et si j'accepte votre affiche, j'accepte l'affiche de tout le monde, les flyers. Donc j'entends, mais c'est vrai qu'il y a aussi une réalité, en fait, c'est que souvent, on nous dit non. Moi, je parle vraiment pour mon festival. Et juste, je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que les artistes n'ont pas à communiquer sur leurs concerts. Enfin, pas ça, mais à faire leur promo. Moi, ça m'a aidé en fait sur le festival. Que certains, et je trouve que ça fait partie aussi de la responsabilité de l'artiste. C'est vraiment qu'un avis, mais d'aussi aider, notamment. Moi, j'ai programmé un artiste qui s'appelle Victorien, qui était à la Star Academy. Ça m'a aidé en fait que lui communique sur Bessonore parce que moi le festival n'existait pas encore. Les gens de Betsam connaissaient Victorien. Ça m'a aidé alors que voilà, j'ai communiqué aussi évidemment, mais je trouve que la promotion par les artistes est aussi très importante. Et voilà, donc parfois, et il y a aussi, comme tu dis, la tête dans le guidon. Et moi, j'ai été, pour ce festival, je suis la programmatrice, je suis la directrice, je suis aussi l'attachée de presse, je suis aussi enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Et du coup, il y a pas mal de fois où j'ai manqué de temps, donc j'ai des amis qui sont allés mettre les affiches dans tout, enfin là où par ville, chacun avait son territoire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de fois où les gens nous disent non, désolé, on ne prendra pas. Voilà. Et on en a mis aussi à la sauvage comme ça. Bon, 2 jours plus tard, c'était déjà retiré, etc. Donc il y a aussi cette réalité. Merci. Il nous reste 5 minutes. Donc là, oui, il y avait une intervention là, après là. Bonjour, je m'appelle Clémence, je suis chargée de communication pour la coopérative de mai, qui est la SMAC de Clermont-Ferrand, et pour le festival Europavox, qui est aussi basé à Clermont. Donc, du coup, voilà, je voulais réagir aussi à ce qui a été dit juste avant. Moi, je suis d'accord plutôt, du coup, avec Marie. En fait, on a besoin aussi, nous, de matériel, d'éléments, même s'il n'y a pas d'affiche, par exemple, au moins nous fournir les éléments nécessaires pour qu'on les crée. Après, je pense qu'il y a aussi une réalité de personnel où voilà, ça prend énormément de temps. Et en fait, la promo, plus on en fait, mieux c'est évidemment. Mais c'est vrai que c'est super chronophage en fait. Donc voilà. Après, moi, je dis pas que. Nous, on communique sur tous nos concerts, sur tous nos artistes parce que c'est super important pour nous, quelle que soit la taille de leur notoriété. Mais voilà, je pense que ça requiert vraiment des moyens humains qui sont énormes en fait, et peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas du côté des salles. Donc voilà, je tenais à le souligner, je trouve ça important. Voilà. Merci. Oui, juste à côté, là, une autre question. Bien, bonjour, je m'appelle Amandine, je dirige une structure culturelle que nous avons implantée en milieu rural dans un village de moins de 500 habitants. C'est un pari qui est vraiment chouette. Je voulais rebondir sur les stratégies marketing justement sur nos territoires
qui sont des territoires qui ont leurs petites particularités. Vous n'avez pas parlé forcément des réseaux qui sont mis en place par les mairies pour communiquer directement avec leurs administrés, qui prennent différents noms. Chez nous, ça s'appelle ILIWAP. C'est des réseaux qui sont très consultés, en particulier par toutes les générations. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant de l'exploiter. J'ai noté aussi que on a développé un festival qui s'appelle le Taco des Colombes. Désolée. Alors le nom, aucun jugement, je vous en prie, parce que ce sont le Taco des Colombes. Le Taco des Colombes, voilà, c'est. Voilà, on a aussi fédéré beaucoup d'associations, donc ça a été, on a laissé aussi la main sur pas mal de choix auprès des collaborateurs. Mais nous, on avait fait un petit choix où, en amont du festival, on avait développé un concert à destination des scolaires. C'était pas un concert jeune public, c'était un concert avec les artistes qu'ils allaient retrouver le lendemain. Donc c'était un concert qui était juste un peu plus court. Et nous avions permis aux scolaires du territoire de s'y rendre, histoire de créer une appétence, une curiosité, afin, vous l'avez compris, qu'ils ramènent ensuite toute la famille. Voilà, c'était ça l'objectif. Donc ça, c'était aussi une stratégie de communication sur notre événement. Ensuite, c'est vrai qu'il y a toutes les voix de newsletters qui ne nous appartiennent pas, les newsletters Comcom, département et Office du tourisme. Les gens sont beaucoup abonnés à ces voies de communication et à de maintes reprises, donc on questionne les gens quand ils arrivent sur notre festival, ils nous donnent leur code postal. Et on leur demande comment ils ont fait pour trouver le festival, parce que c'était pareil, c'était une première édition. Et il y en a, ils ont juste tapé sur Google que faire ce week-end. Donc on était remontés, parce que les remontées étaient bien faites sur l'Office du tourisme, le département de la Comcom, tout en même temps, et notre site internet. Les artistes, évidemment, alors on a fait comme vous, on a valorisé les artistes du territoire proche, pas que, mais on a aussi mis en place un système de parrainage, c'est-à-dire que les artistes qui étaient proches au niveau territoire, on a demandé avec leur accord d'avoir un parrain, histoire que ce parrain soit identifié et que les personnes du territoire puissent se raccrocher à ce parrain, se dire voilà, cette personne est parraine de cet événement. Voilà, donc on s'y raccroche et j'ai presque fini et promis je m'arrête. Merci. Oui, pardon. Ouais, en fait, il nous reste, on doit terminer. Il nous reste une dernière question. Donc peut-être juste une phrase pour terminer, si vous le souhaitez. Et on prend la dernière question et après on s'arrête. Ça marche. Et d'adapter son discours aussi sur les demandes claires qu'on a avec nos collaborateurs, sur des demandes de type avez-vous pensé à envoyer un mail d'invitation à l'ensemble de vos adhérents à telle date, et faire des calendriers assez précis, parce que c'est vrai que ça tombe pas sous le sens. Et des fois des besoins simple, de les formaliser simplement, ça peut aider. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces outils très concrets. Dernière question avant la clôture. Oui, bonjour Franck, je suis producteur, mais également maire d'une commune de 4000 habitants en Bretagne. Donc voilà, je suis l'autre versant. On vient de lancer, il ouvre aujourd'hui notre tiers-lieu avec salle de spectacle, une vraie salle, pas une salle modulaire, vraiment une vraie salle de gradinée fixe en schéma théâtral italienne, finalement, moitié scène, moitié public. 180 places, on a voulu une petite salle, parce qu'on sait qu'on n'aura pas de tête d'affiche, et c'est pas le but du tout. C'est au contraire avoir des artistes plutôt émergents, plutôt justement en train de progresser, quelle que soit la forme artistique. Et donc juste pour aller très vite sur le côté marketing, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que les habitants qui sont... Chez moi, ça vote à 50% RN aujourd'hui, donc c'est devenu un truc assez compliqué à gérer. Ils ne sont pas forcément fans du lieu concret, c'est un tiers-lieu avec médiathèque, espace numérique, toutes sortes de choses. La difficulté, c'est comment on les attire dans un lieu qui rejette un peu au départ. Eh bien, on va y faire des spectacles, évidemment, il y a une programmation qui est calée, qu'on espère ambitieuse et qualitative, évidemment, mais aussi faire des AG, faire des choses où les clubs de sport, les clubs, les entreprises, quels que soient, puissent venir dans le lieu pour elles-mêmes s'emparer du lieu. Je pense qu'il faut qu'on s'ouvre aussi, nous, les acteurs culturels, à ce que nos espaces ils puissent être
relativement ouverts, même les salles justement qui sont souvent très normées, là, comment on propose un accès, parce que dans ce cas-là, ils vont s'emparer du lieu et vont pouvoir justement eux-mêmes être des ambassadeurs, comme tu le disais, ou être des promoteurs en tout cas de cet équipement, et faire que finalement, on ne va pas seulement venir parce qu'on connaît l'artiste, on va venir parce qu'on a envie de découvrir des choses et de voir des choses. Ça aussi, c'est la base, c'est que les gens viennent tout simplement parce qu'ils sont accrochés eux-mêmes à ce qu'on leur propose, en tout cas au festival, au lieu. Je pense que c'est un des moteurs qui permettra aussi peut-être de tenir par la suite nos fréquentations, mais aussi nos dynamiques. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh bien, merci à tous, merci aux participants, c'était très, très riche, très interactif. Et merci à Émilie Gonod d'avoir préparé, imaginé cette table ronde. Bonne dernière journée de Mama et à bientôt.